Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur les small caps et pourquoi c'est mon segment de marché favori. Mais avant toute chose, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. Donc pourquoi les small caps? Pour commencer, je dirais qu'elles sont bien plus simples à analyser, elles sont souvent concentrées dans un secteur d'activité, contrairement aux grosses entreprises qui sont pour la majorité diversifiées, où même le PDG n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Certains pourraient y voir un risque, c'est vrai, mais il vaut mieux parfois avoir une activité que l'on gère que vouloir en avoir plusieurs et être moyen de partout. Certaines small sont même des leaders dans leurs activités, car leur marché est un marché de niche. Precia, OE&O, TFF Group par exemple. Et quand le DU fait moins de 200 pages, c'est plutôt signe d'un business simple à comprendre. Ensuite, un autre point intéressant sont souvent des entreprises familiales, avec la famille qui a une grosse partie de son patrimoine dans l'entreprise, donc qui a tout intérêt à ce que l'entreprise fonctionne. Mais attention aux conventions réglementées, que les intérêts de la famille aillent bien dans le même sens que ceux des minoritaires. Vous avez pu voir dans mon analyse de Katana que les intérêts des dirigeants n'allaient pas forcément dans le même sens que les nôtres, même s'il y a bien pire. J'aime particulièrement les entreprises où la famille est majoritaire et contrôle donc totalement l'entreprise. Car comme dit plus haut, elle a tout intérêt à ce que l'entreprise fonctionne, et a une vision long terme. Là où un PDG doit sauver sa tête et peut difficilement faire des choses qui pourraient porter leurs fruits seulement dans 2-3 ans, si les actionnaires mettent la pression. C'est plus difficile quoi. On peut le voir sur Synergie ou Groupe Crit que j'ai analysé sur ma chaîne. Accumulation de cash dans l'optique de faire des acquisitions, mais seulement à bon prix, donc il garde le cash en attendant le bon moment. Un PDG extérieur à la famille pourrait décider de distribuer un dividende important ou de faire des acquisitions trop chères si les actionnaires lui mettent la pression. Le PDG de Synergie a même dit, pendant l'Assemblée Générale, que les gens qui n'étaient pas contents du dividende pouvaient aller se faire voir, en gros. Vous imaginez une telle déclaration d'un PDG d'une grande valeur du CAC 40 ? C'est impensable. Alors on pourrait dire que ce n'est pas bien, qu'il devrait distribuer le cash, mais si on pense qu'on ferait une meilleure utilisation du cash que le PDG d'une entreprise, on n'a aucune raison d'investir dans cette entreprise. Si on investit, c'est qu'on fait confiance à la direction pour faire les meilleurs choix. Surtout si la direction a un historique de bonne gestion. D'ailleurs, pourquoi vous auriez acheté l'action si ce n'était pas le cas ? Les grosses caps doivent souvent agir sur le court terme. Apple qui fait des dizaines de milliards de rachats d'actions en étant à plus de 20-25 fois les bénéfices, ça n'a pas de sens. Ils investissent leur argent à 4% en gros. Mais ça soigne le bilan. Peu de capitaux propres n'ayant pas trop de cash en stock, donc un meilleur ROE, de meilleures ratios en règle générale. Et ça augmente le bénéfice par action, de 3% avec leur rachat de 90 milliards de cette année. Les gens sont contents, mais s'ils avaient annoncé investir 90 milliards pour augmenter leur bénéfice de 3%, soit 3 milliards par an, vous pensez que les actionnaires auraient été contents? Non, ils auraient demandé à ce que le PDG distribue le cash en dividende. Et c'est là tout le ridicule de la situation. Mais le PDG fait ce qui plaira aux actionnaires. Je n'ai rien contre Apple en particulier, même si je la prends souvent comme exemple. C'est juste que ça a beau être une superbe boîte, il y a des aberrations. Quand Zuckerberg cramait des milliards dans son métaverse, le marché l'a puni. Mais au moins lui essayait de développer quelque chose. Et c'est pour ça que les small cap familiales sont intéressantes. Elles s'en fichent de faire plaisir aux actionnaires à court terme. Je rajouterai le fait qu'elles sont peu suivies, ce qui peut nous permettre d'avoir de très belles sociétés à pas cher. Peu suivies et peu liquides, c'est le combo pour éloigner les gros institutionnels. Évidemment, il y a un revers à la médaille. Elles peuvent rester décotées des années malgré de bons résultats. Mais tant qu'elles délivrent, aucune raison de s'inquiéter. Par contre, ça demande d'avoir de très fortes convictions, car entre la superbe entreprise décotée et la value trap, il y a parfois pas grand chose. Et attendre 5 ans que votre value trap décolle, ça va vous coûter cher en coût d'opportunité. Mais ça, c'est vrai pour toute stratégie en réalité. Vous devez avoir bien étudié l'entreprise et avoir une forte conviction. Sinon, dans les moments de doute, ça va être très difficile. Si elle baisse fortement, avec les titres peu liquides, ça arrive souvent, ou si elle ne bouge pas pendant que tout le marché monte. Et le fait qu'elle soit peu liquide a un autre avantage. Les mouvements peuvent être brutaux, et elles peuvent perdre 5% sur une vente de 100 actions. Alors il ne faut pas hésiter à avoir des ordres canne à pêche pour profiter des excès. D'ailleurs, on le voit parfois dans le carnet d'ordre, une vente a vidé le carnet sur plusieurs pourcents. Et le premier achat est par exemple à 40 euros quand la première vente est à 43 euros. Alors on pourrait se dire que la stratégie small est réservée aux experts. Je dirais qu'au contraire elle est plus facile à mettre en place pour un débutant entre guillemets. Bien sûr il faut avoir des bases d'analyse fondamentales. Donc plus facile qu'une stratégie big cap, car ceux qui choisissent les big cap le font en se disant que c'est plus safe. Mais souvent n'étudient pas les entreprises, car bien trop difficile à analyser. Alors d'une certaine manière, oui, c'est plus safe de choisir une poignée de big cap assez solide qu'une poignée de small. Mais c'est plus safe de choisir une poignée de small en les ayant bien étudiées qu'une poignée de big cap sans les étudier. Un exemple, j'ai analysé Roche-Beaubois, small cap du secteur luxe. Analyser LVMH, c'est comme analyser 12 Roche-Beaubois, vu le nombre d'activités qu'a LVMH. Et je suis gentil en disant 12, vu le nombre de marques que possède LVMH. Et le fait que LVMH fasse 200 fois le chiffre d'affaires de Roche-Beaubois. Mais les gens se rassurent en ayant du LVMH en se disant que c'est le premier groupe de luxe au monde, que ça devrait aller. Et d'une certaine manière, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une analyse ça. C'est parier sur le fait que ça devrait continuer.
Et en cas de grosse chute de marché, sans analyse approfondie, vous douterez même de LVMH. Personnellement, je me sens pas d'analyser de tels mastodontes en profondeur. Donc je reste dans les small que je trouve plus simple. Même si ça m'empêche pas d'en avoir un peu. Et puis historiquement, la stratégie small cap value est la meilleure stratégie. Mais ce qui m'a vraiment conforté dans ma stratégie small, c'est le livre d'Howard Marks, La chose la plus importante. Il y a plusieurs paragraphes marquants, mais celui-ci convient bien ici. Je cite: le tournant de ma carrière dans l'investissement a eu lieu lorsque j'ai conclu que parce que la notion d'efficience du marché était pertinente, je devais limiter mes efforts au marché relativement inefficient où beaucoup de travail et des capacités rapporteraient le plus. Essayer de faire mieux que le marché sur les big caps, c'est difficile. Même si en virant les merguez du CAC 40 par exemple, vous le battriez facilement, vous ne battriez pas de 3% par an non plus. Les meilleures valeurs étant les plus lourdes dans l'indice. Si vous voulez vraiment battre le marché, il faut investir où les autres n'investissent pas. Ou alors d'une manière que les autres ne font pas, en concentrant son portefeuille par exemple. Dans les deux cas, ça demande énormément de travail. Et tout le monde ne voulant ou ne pouvant pas fournir les efforts nécessaires, il faudrait peut-être se contenter de la performance du marché. Sinon, beaucoup de travail en vue si vous décidez d'aller sur le segment des small caps. Mais c'est aussi un plaisir de ne pas avoir le même portefeuille que tout le monde, d'avoir des pépites que personne ne connaît ou presque. D'ailleurs, même les pros de la gestion passive en ETF le disent, quand ils ont une partie de leur portefeuille en stock picking, c'est sur le segment small qu'il est investi, là où les marchés sont le moins efficients. Par contre, comme je l'ai dit plus haut, ce sont des valeurs souvent peu liquides, qui peuvent bouger très vite. Un actionnaire qui liquiderait une position à 10 000 euros, de manière sauvage, peut facilement faire chuter le cours de 10%. Mais est-ce que ça veut dire que le marché estime que l'entreprise vaut 10% de moins? Absolument pas. C'est juste un excès. Et il faut le comprendre si vous ne voulez pas paniquer en voyant la volatilité de ces valeurs. Il y a parfois 50 000 euros d'échangés dans la journée pour des valeurs à 500 millions de capitalisation. Mais ça a un avantage pour nous. On n'a pas besoin, en tout cas pour la plupart d'entre nous, d'avoir une liquidité énorme. Mais ça fait fuir les institutionnels. Donc entreprise moins suivie, donc inefficience, donc opportunité. Certains qui voudraient s'exposer au marché small doivent se dire que les ETF pourraient être une bonne idée. Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les indices grosse capitalisation sont auto-nettoyants. Les mauvais sont remplacés par les meilleurs. Mais dans un indice small, les meilleurs quittent l'indice et vous récupérez les mauvais de l'indice au-dessus. En plus, vous avez toutes les entreprises qui n'évoluent pas depuis des années, celles qui diluent, tout ça. Si vous regardez la gueule du CAC Small, c'est terrible. On se croirait à un barbecue tellement il y a de merguez. Même s'il y a des pépites dans l'eau, elles sont noyées au milieu des mauvaises. Et la perf de l'indice le montre plutôt bien. C'est pas qu'un désamour des investisseurs pour les small, il y a aussi la qualité des valeurs de l'indice. Ce sera tout pour cette vidéo sur les small cap, en espérant vous avoir donné envie d'aller faire vos courses sur ce segment. Pour vous donner une idée de belles valeurs, il y a plusieurs fonds small en France, dont celui d'Indépendance Expansion de William Guns. Et moi je vous dis à la prochaine.